Je suis dans le nord-ouest de la France, sur la côte picarde, plus précisément à Saint-Valery-sur-Somme. Là-bas, c'est le Crottoir. Entre les deux, la baie de Somme, un peu étranglée à cet endroit, mais je vous rassure, elle s'ouvre plus loin très largement sur la Manche. Pour l'heure, je suis au pied d'une falaise, car Saint-Valery-sur-Somme est juché sur un beau reste de falaise morte. Falaise morte, tout simplement, parce qu'une zone de galets sépare cette falaise de la mer. En plus, ces falaises mortes, qui se trouvent légèrement en retrait par rapport à la côte, sont recouvertes de végétation, ce qui fait qu'elles se fondent dans le paysage. Ces zones de galets qui parfois s'intercalent entre la mer et les falaises mortes se retrouvent aussi, bien entendu, ailleurs, principalement dans le sud de la baie. Parfois, elles sont larges, parfois, elles sont très hautes, mais dans tous les cas, d'où proviennent ces galets? Nous avons commencé notre aventure par une question, il y en aura bien d'autres, car la baie de Somme ne livre pas ses secrets spontanément. Bref, les galets viennent d'ici, ils viennent de cette falaise de craie, une falaise bien vivante, puisque l'érosion la transforme au fil du temps, quasiment d'année en année. Le gel, le vent, le ruissellement, la gravité, le ressac, tout ça entraîne ces transformations du faciès de cette falaise. Seuls les silex perdurent. Alors bien sûr, ils sont roulés par les vagues, ils sont petit à petit arrondis et les courants les transportent ainsi jusque vers la baie de Somme. Ce paysage se trouve au sud de la baie de Somme, plus précisément au sud de Holt. Et ces falaises, on les retrouve quasiment en Angleterre, juste en face, tout simplement parce que là-bas comme ici, la formation géologique est la même. Il s'agit de roches sédimentaires qui se sont déposées dans une mer peu profonde à l'ère secondaire. C'était la belle époque des dinosaures. Ça remonte grosso modo à une période comprise entre 70 et 140 millions d'années. Ça ne date pas d'hier, mais depuis le temps, des phénomènes géologiques, des phénomènes tectoniques, l'érosion, les glaciations ont creusé un fossé qui s'est élargi, évidemment, et petit à petit, ce fossé s'est rempli. En tout cas, à la fin de la dernière période glaciaire, il y a grosso modo 8000 ans, l'eau s'est engouffrée, cela a donné la Manche. Mais revenons à la baie de Somme. La baie de Somme est connue mondialement pour la qualité et la diversité de ses paysages, mais aussi pour sa biodiversité. J'aimerais bien savoir comment l'État s'engage pour préserver toutes ces richesses. Quelle merveille que cette baie de Somme et cette baie d'Authie que vous pouvez constater. On a une biodiversité extraordinaire, 300 espèces d'oiseaux, on a des phoques veaux marins, on a une diversité paysagère extraordinaire avec des massifs dunaires, des mers de sable, des mers de galets. Donc effectivement, le paysage de la baie de Somme et la nature en baie de Somme est exceptionnelle. Donc face à cette exception, face à cette merveille, l'État se mobilise dans deux directions. Tout d'abord avec les sites Natura 2000, où il s'agit, à travers la directive Oiseaux et la directive Habitat naturel, de faire en sorte que l'on puisse préserver les sites en baie de Somme. Mais préserver ces sites pas tout seul, l'État n'agit pas seul, c'est préserver ces sites tous ensemble, en s'appuyant sur les nombreuses initiatives qui sont menées, les initiatives qui sont menées par les professionnels, par les syndicats, également sur le tissu associatif qui est si dynamique en baie de Somme. Le deuxième point, c'est l'opération Grand Site. L'opération Grand Site consiste en une idée principale, c'est qu'il faut que le développement du tourisme soit un développement durable. Et donc, nous voulons concilier à la fois l'attrait touristique et le développement du tourisme en baie de Somme, mais également la préservation nécessaire de l'environnement. Dans cet espace immense, nous pourrons observer de très beaux compromis entre une nature qui a du caractère, c'est le moins qu'on puisse dire, et les hommes qui y vivent. Mais pour le moment,
Sur cette levée de galets, face à la mer, je suis sur un désert. Il n'y a pas de sol, le vent est quasiment permanent, il charrie des embruns. Or, le sel est un poison pour les plantes, sauf pour celles qui sont parfaitement adaptées. C'est le cas du chou marin. C'est une plante protégée en France. Il y a souvent plusieurs rangs de cordons de galets. Les plus fertiles sont les plus éloignés de la mer. En tout cas, ces cordons sont de véritables digues qui retiennent l'eau provenant des terres. Les premières poches d'eau sont souvent saumâtres parce qu'il y a des infiltrations d'eau de mer. La preuve, l'obione qui pousse ici, dans cette eau, ne craint pas le sel. Par contre, plus loin, on peut rencontrer des poches d'eau douce et ce n'est pas fait pour déplaire aux chasseurs qui, entre autres, en échange, participent à la restauration de la biodiversité. Je vois que vous avez disposé les appâts, c'est donc bientôt l'ouverture de la chasse. Oui, l'ouverture de la chasse va avoir lieu dans quelques jours, dans quelques heures. Quelles espèces chassez-vous? Ici, nous chassons la sarcelle d'été, la sarcelle d'hiver, le canard siffleur, le pilet, le chipot, le canard colvert, quelques oies aussi, l'oie cendrée, l'oie rieuse, et différentes espèces aussi de limicoles comme le courlis, l'huîtrie épi et certains chevaliers et berges. Ce sont toutes des espèces migratrices. Ce sont toutes des espèces migratrices. Nous avons la chance ici d'être dans un milieu qui est le milieu du Hable d'Ault, qui est une réserve ornithologique internationale. Et nous recevons plus de 250 espèces différentes. Et sur ces 250 espèces différentes, seules 40 espèces sont autorisées à la chasse. Donc, d'où la nécessité que les chasseurs soient de fins connaisseurs et assez pointus dans leur reconnaissance des espèces pour pouvoir les prélever à la chasse. Nous allons nous retrouver dehors, ça sera nettement plus clair. Et au moins on pourra apprécier Et c'est plus haut de plafond. le paysage et puis la pluie qui commence à nous rejoindre. Et malheureusement, ça c'est le bord du littoral. On est toujours sujet à être servi avant les autres. Alors ces cordons de galets, là, vous en avez très besoin, vous aussi, les chasseurs. Ils vous sont très utiles, ils sont même indispensables. C'est indispensable parce que quand nous sommes dans le marais, nous sommes 2 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc si ce cordon de galets n'existait pas, nous aurions de l'eau à mi-poitrine. En 89, ce cordon de galets a explosé suite à une très très forte tempête et 2 mètres d'eau avaient recouvert les 40 000 hectares du marais. Et c'était quelque chose de catastrophique qui a demandé beaucoup d'années pour que la nature puisse reprendre ses droits, parce que le dépôt de sel avait brûlé beaucoup de végétation. Bien sûr, oui. Alors quand les oiseaux arrivent, évidemment, ce qu'ils regardent, c'est le paysage, c'est ce qui est en dessous d'eux. Et si le paysage leur plaît, si ça correspond à leurs besoins, Tout ils à fait. descendent, sinon ils poursuivent leur chemin. C'est ce Exactement. qui fait que vous entretenez l'espace ici. Tout à fait. Et chaque chasseur digne de ce nom se sert d'une faux, d'un râteau à longueur d'année, puisque c'est 12 mois sur 12. Chaque période de l'année apporte son quota de travail pour pouvoir entretenir le biotope. Alors nous n'entretenons pas bien sûr que cette partie de mare où nous pratiquons la chasse, mais c'est tout l'ensemble du marais, parce que plus le marais est humide et attractif, plus les oiseaux sont intéressés et viennent nous rencontrer. Est-ce que vous avez vu des espèces quitter les lieux, c'est-à-dire que ne plus se poser là, ne plus s'installer là? Exactement. Depuis 2 ans, certaines espèces ont totalement disparu sur la partie ouest du marais, comme le canard siffleur ou la bernache cravant, et qui ont totalement déserté depuis 4 ans notre secteur parce qu'ils ne trouvent plus la nourriture qui leur convient. Et je pense que là, nous chasseurs, nous avons aussi beaucoup de choses à apporter et on est en train de mettre en route tout un tas de travaux et d'analyses pour pouvoir améliorer la qualité des habitats pour permettre aux oiseaux de s'y trouver bien. Quand on s'intéresse au biotope, à la conservation d'un site pour l'entretenir afin qu'effectivement des oiseaux puissent venir ou se reposer ou se nourrir, ça oblige à regarder encore beaucoup plus loin, surtout quand il s'agit de migrateurs. Tout à fait. Donc en fait la chaîne, j'allais presque dire, d'investissement, d'observation, elle est planétaire. Tout à fait, c'est même essentiel, puisque nous sommes au milieu d'une aire de répartition. Les oiseaux vont en période hivernale au Sénégal, donc à la limite du Sénégal et de la Mauritanie, sur le delta du Djoudj.
Il y a quelques années, les chasseurs français ont investi de l'argent pour remettre en eau le delta du Djoudj, tout simplement parce qu'on s'était aperçu que certains oiseaux ne passaient quasiment plus chez nous, parce qu'ils ne trouvaient plus au Sénégal, sur le delta du Djoudj, le biotope nécessaire pour se nourrir en période hivernale. À partir du moment où il a été remis en eau, nous avons revu chez nous les oiseaux, ce qui veut dire que nous sommes au milieu d'une chaîne et il faut aussi s'intéresser de ce qui se passe en amont et en aval. Et nous, chasseurs français, avons participé à la remise en état du delta du Djoudj. Derrière la zone de galets, où immédiatement face à la mer, il y a le plus souvent un cordon dunaire. C'est un milieu extrêmement fragile, très sensible aux tempêtes, très sensible au piétinement et encore davantage à la pénétration des véhicules à moteur. Il faut donc protéger ce milieu. Les dunes les plus anciennes sont recouvertes de végétation arbustive. On voit ici des arbousiers avec leurs fruits et l'arbousier est lui-même recouvert la plupart du temps d'une plante volubile, la clématite. Les dunes de sable qui sont en train d'être fixées le sont grâce à deux plantes au moins. Des plantes pionnières, l'Oya, qui est ici, c'est une graminée dont les racines peuvent atteindre 2 mètres de profondeur, donc elles retiennent le sable comme on le ferait avec nos doigts. Il y a également des euphorbes, on appelle ça l'euphorbe maritime ou l'euphorbe des dunes, qui participent aussi à la fixation. Et puis là en ce moment, il y a une plante en fleurs, c'est l'onagre. Son corps est à 37 degrés, mais l'eau elle est jamais à 37 degrés. Donc lorsqu'il est dans l'eau, il passe son temps à se réchauffer, d'accord? Et en fait, dans l'élément liquide, on perd beaucoup plus facilement la chaleur que dans l'élément aérien. Donc lorsqu'il est sur le sable, il perd beaucoup moins de chaleur. Dans le petit groupe de gens là-bas, il y a Laetitia. Elle est permanente à l'association Picardie Nature. Une association qui, entre autres, a pour but d'étudier les mammifères marins, de l'ordre des pinnipèdes. Ça vous dit quelque chose? Là-bas, sur le sable doré. Des petits jeunes dans le tas. Des petits jeunes de combien? De 40 kilos, non? Quel âge ont-ils? Là, ils sont nés début juillet, donc ils ont déjà 5-6 semaines. Ouais. Donc ils sont déjà sevrés, ils sont plus avec leur mère et ils font une bonne quarantaine de kilos. Et là, ils attendent la marée, c'est ça? Ils se reposent, ils font la sieste? Voilà, exactement. Donc pendant toute la marée basse, ils vont rester sur le banc de sable pour se reposer d'abord, pour récupérer de l'énergie. Et dès que le flot va passer et recouvrir la baie de Somme, là les phoques vont forcément aller en haut puisque les bancs de sable vont être immergés. Ils viennent pas sur la côte comme ça, comme ici par exemple? Non, ça n'arrive quasiment jamais. C'est vrai qu'au moment où le flot recouvre les bancs de sable, les phoques forcément partent à l'eau et à partir de là, ils vont passer dans le chenal qui est juste devant nous là. Ouais. Et ils vont regagner par la droite, ils vont continuer, ils vont regagner les ports pour aller se nourrir à marée haute. Donc l'endroit où on les voit le mieux de plus près, c'est dans les ports, puisqu'ils sont là, eux sont dans l'eau, ils sont dans leur élément, ils n'ont pas peur de l'homme, ils sont à une dizaine de mètres. Ils font le bouchon, on voit la tête qui sort. Voilà, ils font ce qu'on appelle la position de la bouteille. Ouais. Donc ils se mettent la tête à la surface de l'eau, ils regardent un petit peu en l'air, ils dorment. Et ensuite ils soufflent tout l'air qu'ils ont dans les poumons et ils se posent juste au fond de l'eau. Ouais. Et ils dorment à peu près une demi-heure comme ça. Alors qui sont ces phoques? Qui sont ces phoques? Alors l'espèce présente ici, c'est principalement le phoque veau-marin. Donc c'est un animal qui vit en milieu estuarien sablonneux, donc typiquement la baie de Somme. Il est présent sur toute l'Europe. Donc au nord de l'Europe, il va en gros jusqu'au Groenland. Ouais. Et sur le limite sud, c'est le plus bas, c'est le Mont Saint-Michel. La population elle était présente avec des effectifs d'à peu près 130-140 phoques à la fin du 19e siècle. Les animaux étaient chassés à l'époque, donc pour la fourrure, pour la graisse. Et ils ont complètement disparu de la baie de Somme vers les années 1910. Ils sont revenus d'eux-mêmes dans les années 1980 et c'est à partir de vraiment 1986 où il y a 10 individus qui se sont sédentarisés dans cet endroit. Et depuis 1990, on met enfin en place cette surveillance estivale qui permet de protéger encore plus l'espèce, c'est-à-dire de sensibiliser, d'expliquer sa distance de 400 mètres pour éviter les dérangements, les perturbations. Et depuis, c'est vrai qu'il y a de nombreux animaux qui arrivent d'extérieur, donc principalement de la baie de Wash et puis de la mer d'Evadon, qui viennent de ces deux endroits
recoloniser en fait la baie de Somme et depuis la population augmente chaque année. Donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, en 1990, il y avait 25 phoques qui étaient présents en baie de Somme et l'année dernière on était à 120, donc ça c'est les effectifs maximum pendant la reproduction, c'est-à-dire pendant le moment où il y a les phoques du reste du littoral français qui viennent ici se reproduire, mais la population sédentaire elle est d'à peu près 90. Ah, c'est une affaire qui marche. Ah ça tourne bien, oui. Avec des jumelles comme vous avez là, je suppose que de temps en temps, vous devez repérer des gens qui se promènent sur les bancs de sable. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour les alerter quand la mer monte, parce qu'elle monte très vite ici. Oui aussi, alors c'est vrai que notre rôle c'est tout d'abord d'éviter les dérangements des animaux. Mais c'est vrai qu'en étant sur le terrain, on travaille aussi avec la SNSM qui eux ont pour rôle de protéger les humains des dangers de la baie. Donc on les aide aussi de ce côté-là, donc on intervient en allant voir les personnes, en leur expliquant qu'ils s'aventurent sur des endroits où il y a possibilité d'encerclement. Et ça peut provoquer de gros problèmes. Les vasières sont les milieux les plus riches de la baie de Somme. Elles sont constituées de très très fins sédiments qui sont charriés par les fleuves et par les courants marins. Et en ce moment, à l'intérieur de ces sédiments, il y a une intense activité biologique qui est à l'origine d'une chaîne alimentaire extrêmement riche, dont profitent évidemment un grand nombre d'animaux, dont l'homme. Les oiseaux qui prennent comme terrain de chasse les vasières sont des limicoles. Limicole, ça vient de limon, ce fameux limon de bord de mer. A l'inverse des vasières, les présalés, que l'on appelle ici les molières, sont très rarement recouverts par l'eau de mer, sauf pendant les périodes de vives eaux. C'est ce qui fait qu'ici, la végétation accepte le sel, d'où l'appellation de présalé qui est donnée aux brebis qui pèsent dans ces paysages. Brebis qui entretiennent le paysage comme des chevaux qu'on appelle ici Ensol, ce sont des chevaux d'une race locale. Le saule cendré est un arbre pionnier des zones humides, Oui. mais trop, c'est trop. Oui, faute d'un entretien adapté, ces zones sont très rapidement envahies par le saule et les espèces patrimoniales ont tendance à disparaître. Donc c'est pourquoi le conservatoire a acheté à la fin des années 90 43 hectares de marais ici, donc dans la vallée du Pendée. Tout ça là? Tout ça, toute cette zone. Et depuis on intervient pour restaurer du bas marais. Alors restaurer du bas marais, ça veut dire avoir des bras d'abord, non quand même? Parce que là, il y a beaucoup de bras. Ouais, c'est des chantiers qui nécessitent énormément de monde et beaucoup de travail. Donc tout d'abord la coupe des saules, donc là on travaille avec une entreprise d'insertion locale qui s'appelle Elle, qui est basée à Auxy-le-Château, qui vient pour couper les saules. Et puis après le problème du saule est qu'il rejette énormément et donc là on fait appel à des chantiers de jeunes. Donc là on a deux associations, donc les Blongios qui sont basés sur la région lilloise, qui viennent dessoucher, et puis des scouts de la région parisienne. Qui viennent en renfort. Voilà. Mis à part la tronçonneuse, tout le reste, c'est vraiment un travail manuel, quoi. Il faut du muscle. C'est du manuel, mais il faut bien se rappeler que ces zones-là étaient autrefois complètement utilisées par l'homme. C'était des zones de pâturage ou de fauche. Donc il y a toujours eu de tout temps des activités humaines. On ne peut pas laisser faire la nature, sinon on aurait des boisements de sol partout. C'est des zones qui ont encore un intérêt cynégétique notamment, puisqu'on est sur une zone où il y a beaucoup de chasse. On est aussi sur un site, sur une zone Natura 2000, donc il faut réussir à concilier à la fois les intérêts des usagers locaux et puis la préservation de la nature et des espèces présentes. Depuis combien de temps vous êtes en train de débroussailler, de déforester? Ça fait à peu près 5 ans qu'on intervient sur le site. Donc on a déboisé un peu plus d'1 hectare depuis ces 5 années. Et on a encore un demi-hectare à peu près à déboiser pour atteindre nos objectifs. Quand on dessouche,
Ça fait un trou, hein. C'est bête comme bonjour. Et ces trous, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors ces trous, on appelle ça fait des petites gouilles en fait, Ouais. qui sont très vite colonisées parce qu'au printemps elles sont remplies d'eau. Donc il y a énormément de batraciens, des tritons qui vont venir dedans. Et puis on va pouvoir trouver certaines espèces végétales protégées comme le potamo coloré qui va venir s'installer dans la gouille. Alors, moi, ce qui m'étonne toujours en tant que naturaliste, c'est que dès qu'on modifie justement un milieu en enlevant la végétation, comme par exemple en enlevant les arbres, il y a de la lumière évidemment qui arrive, et puis comme par miracle, il y a des petites plantes comme ça qui ressortent à droite et à gauche. C'est comme si les plantes étaient là en train d'attendre justement cet heureux événement. Oui, parce qu'autrefois c'était en effet des zones qui étaient ouvertes, qui étaient pâturées ou fauchées, et donc on a encore dans le sol tout un stock de graines qui n'attendent plus que la lumière pour redémarrer. Voilà, ce qu'il faut, c'est le vouloir encore une fois. C'est ça, ouais. Je vais me promener un petit peu dans ce paysage pour voir ce qu'il y a comme plantes. Alors, voyons voir quelles sont les plantes encore bien visibles en cette saison. La salicaire qui est en fleurs, la reine des prés, une belle ombellifère, c'est l'angélique. Il y a aussi un véritable tapis de petites fougères des marais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une petite renoncule en fleurs, la renoncule flamette. Et puis l'épilobe des marais. Et là, une grosse fleur jaune là-bas, c'est du populage. Oh, il y a encore plein de choses. Avant de quitter la baie de Somme, je vais encore vous présenter quelqu'un qui connaît bien ces paysages. Patrick, la baie de Somme est un nid et milieu naturel différent et chaque milieu est une porte d'entrée pour les oiseaux. C'est ce qui fait sa richesse en fait. Oui, la baie de Somme, c'est également des dunes, des galets, des zones de galets au sud, l'estuaire de la Somme, l'estuaire de l'Authie et des falaises. Hein. Donc tout un tas de milieux qui s'interconnectent avec en arrière des zones humides, des prairies, des zones agricoles. Et les oiseaux exploitent tous ces milieux et donc peuvent avoir une diversité d'habitats où ils vont pouvoir trouver leur nourriture ou les zones de quiétude. Quand on s'y promène, on se rend compte que l'eau est omniprésente. Et même quand elle n'y est pas, on se dit elle n'est pas loin. Alors, entre les chasseurs, les éleveurs, les agriculteurs, les naturalistes, les besoins d'eau sont différents. Oui, mais bien entendu. Mais tout le monde s'accorde pour dire que la baie de Somme, c'est une zone humide, désignée au titre de la Convention Ramsar, qui donne une reconnaissance mondiale à la baie de Somme. Donc chaque acteur local reconnaît le rôle de l'eau dans son paysage. Ensuite, il faut évidemment faire varier les besoins en fonction des disponibilités. C'est-à-dire que l'agriculteur n'a pas forcément besoin d'eau à certaines périodes de l'année, tandis que les oiseaux en ont besoin. Qu'est-ce qui fait qu'en fait tous ces acteurs s'entendent au sein d'une synergie qui est positive? Quel est le petit truc? Comment ça fonctionne? Le petit truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que la baie de Somme est totalement artificialisée depuis très longtemps avec un système de polders, donc on appelle ici des ranclotures. Et en fait, ces polders ou ces ranclotures sont interconnectés, bien entendu, mais peuvent également ne pas être connectés. Donc si l'on remplit un des polders, on peut très bien garder l'autre au sec. Ce qui fait qu'on a deux milieux différents sans avoir finalement dérangé l'un ou l'autre. Après tout cela, il est clair que nous avons intérêt à préserver la nature. En France, en Europe, mais aussi partout dans le reste du monde. Pour plusieurs raisons. Mais aussi parce que malgré notre apparente adaptation à la modernité et au milieu urbain, nous avons absolument besoin de la ressentir, de la respirer, de la voir, de la toucher et de la contempler.